Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Je voudrais qu'on commençât à le promener dès sa tendre enfance. Et premièrement pour faire d'une pierre deux coups par les nations voisines où le langage est plus éloigné du nôtre, et auxquelles si vous ne la formez de bonne heure, la langue ne se peut plier. Montaigne les Essais. Les voyages forment la jeunesse. Les premiers philosophes itinérants, les cosmopolites, cosmopolitesses, membres à la fois de la cité réelle et d'une humanité idéale, la communauté de culture et d'intelligence, du Perron 2012 sur 105, au programme de mobilité étudiante européen, ce vieil adage n'a rien perdu de son actualité. La figure de l'étudiant humaniste a traversé les siècles et s'incarne aujourd'hui en Europe dans cet étudiant Erasmus, jeune citoyen européen cosmopolite, comme le furent avant lui les étudiants pérégrinants, Verger 1991, au XIVe siècle qui suivaient selon leur gré des enseignements humanistes, passant d'une université à l'autre. En effet, l'intelligentsia d'antan valorisait déjà les déplacements des penseurs. Le Grand Tour avait pour but de former l'individu et son esprit et l'Europe médiévale envoyait initialement ses hauts représentants pour leur garantir une instruction de qualité qu'ils pourraient ensuite transmettre à leurs pairs dans leur pays d'origine. De Platon à Erasme, la mobilité a défini le philosophe et l'intellectuel. Le programme actuel de mobilité académique Erasmus n'a pas choisi par hasard la figure du prince des humanités, comme symbole. Intellectuel voyageur par excellence, Erasme se sentait civis mundi, ouvert ou plutôt étranger à tous, plutôt que rattaché à une patrie. Aujourd'hui, le programme Erasmus, European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, est entré dans le dictionnaire et devrait concerner pas moins de 3 millions d'étudiants universitaires en 2020. L'Union européenne projette que 20% des diplômés européens auront bénéficié d'une période d'études ou de formation à l'étranger. L'esprit Erasmus, dixit l'agence Europe Éducation Formation France, deviendrait l'apanage de toute une génération. Le succès du programme est indéniable, même s'il importe de rappeler qu'il ne représente que 10% des mobilités étudiantes intra-européennes. En effet, à côté de ce type de mobilité organisée, d'autres mobilités dites spontanées, sans programme institutionnalisé, sont observées. À titre indicatif, en 2010 à 2011, 6 824 étudiants belges ont fait un séjour Erasmus, 1,53% de la population Erasmus globale, et 7 837 étudiants sont venus en Belgique, 6,65% de la population Erasmus globale, dont 40%, 3 137 étudiants en Belgique francophone. Depuis une décennie, le programme Erasmus et ses différents acteurs font l'objet de recherches. À l'heure du bilan des bénéfices réels, de nombreuses études attestent de la nécessité de questionner la capacité d'adaptation du système éducatif universitaire confronté à de nouvelles configurations, qu'elles soient sociales, culturelles, discursives ou didactiques. Selon V. Papatsiba par exemple, la mobilité étudiante serait un concept politiquement correct mais pédagogiquement inhabité, 2003 sur 4. Pourtant, l'espace-temps particulier de la mobilité étudiante Erasmus devrait idéalement constituer un lieu d'apprentissage multiple, linguistique, méthodologique, un univers où l'intelligence interpersonnelle et interculturelle se développerait de façon exponentielle, et où les étudiants conscientiseraient leurs apprentissages. Mais si ces différentes catégories d'acquis correspondent aux prérogatives institutionnelles, elles restent cependant encore très programmatiques dans les faits. Le terrain d'investigation se veut donc fertile en matière d'enseignement-apprentissage, de recherche pédagogique et didactique. Partant de ce constat, nous avons souhaité porter ici un regard critique sur l'un des aspects spécifiques de cette mobilité Erasmus, celui de la langue. Confronté à une multiplicité d'idiomes, de pratiques langagières, d'interactions et de situations d'enseignement et ou d'apprentissage linguistique, les étudiants mobiles devraient développer des compétences allant de la communication ordinaire dans la langue du pays d'accueil à la maîtrise des genres discursifs universitaires, en passant par l'adoption d'attitudes et de représentations bienveillantes et moins stéréotypées vis-à-vis des langues et de leurs locuteurs. Pour Anctil et Molinier 2008, l'enjeu du séjour à l'étranger se situerait précisément dans l'expérience de la variation et de la dimension communicative de la langue, qui contraint l'étudiant à construire un nouveau rapport à ces langues.
Les savoirs linguistiques scolaires doivent se transformer en agir communicationnel lui permettant d'accéder à de nouveaux savoirs, sociaux, linguistiques, existentiels, interculturels. L'apprentissage expérientiel prélude à la construction d'une nouvelle identité plurilingue, pluriculturelle. P. Rappelons d'abord que la langue va jouer plusieurs rôles remarquables en situation de migration en général. Elle sera objet d'apprentissage, répertoire expressif et communicatif, projection formelle du contact interculturel, emblème d'identité, instrument de reconstruction de la réalité, Serra et Pi 1997. Ce rapport aux langues, particulièrement important donc dans un contexte de mobilité, serait selon Anquetil 2011, un rapport aux normes plus souple, moins contraignant pour les échanges. Or nous avons constaté que cette position se veut en accord avec une vision plurilingue, telle qu'elle est développée notamment par le Conseil de l'Europe dans des outils comme le Cadre européen commun de référence pour les langues, qui se veut plus laxiste vis-à-vis de la maîtrise des langues, celle-ci peut être partielle et autorise les imperfections, en rupture avec le modèle du bilingue parfait qui a longtemps été la norme dominante dans L'. Enseignement-apprentissage des langues, voir notamment Coste, Moore et Zárate 1997-2009. On sait par ailleurs que tout apprentissage implique un déplacement de la part du sujet. L'apprenant projette un autre soi dans la langue cible, il se réinvente dans sa relation aux autres et à leur langues. Et de la même façon, tout sujet apprenant est mobile dans ses imaginaires sur les langues. Deux imaginaires au moins se superposent nécessairement, celui de la langue à acquérir et celui tout aussi fantasmé de la langue première. René Balibar, dans ses travaux déjà anciens sur les Français fictifs, 1974, expliquait que les locuteurs élaborent des représentations à partir de praxis scolaires et sociales, et que ces langues imaginaires participent de la constitution idéologique de la langue et de ses représentations collectives. Nous postulons donc que l'étudiant Erasmus, confronté à la variété des langues, chaque langue étant elle-même soumise au phénomène de variation, diatopique, diastratique, diaphasique, voit ses représentations normatives secouées. Qu'est-ce qui se dit ou ne se dit pas? Quelle pratique langagière est légitime et dans quel contexte? Quelle variété de langues apprendre en priorité? Nous avons choisi d'étudier ici le cas d'étudiants Erasmus en séjour dans une université belge francophone, l'Université de Liège, désormais ULG, où la première langue d'enseignement est le français et de façon plus limitée, l'anglais ou d'autres langues dans les sections linguistiques, romanes, germaniques, etc. Le français est supposé être la première langue des échanges extramuros, même s'il s'agira de préciser cette donnée qui, nous allons le voir, ne va pas de soi. De manière générale, nous verrons quelles sont les représentations de la langue française chez ces étudiants. Quel est l'imaginaire lié au français qui est activé dans une telle expérience, à la fois personnelle et scolaire? Nous verrons également quelles sont les pratiques langagières des étudiants. L'utilisation d'un français lingua franca, la pratique plurilingue où les codes se mêlent, se côtoient et revêtent des fonctions diverses, des pratiques en marge des genres de discours universitaires et de leurs exigences normatives. Il importe enfin de préciser que la présente étude est issue de notre thèse de doctorat, qui portait plus largement sur les représentations de la langue française chez les étudiants Erasmus, ainsi que sur les discours des institutions européennes en matière de mobilité universitaire et de plurilinguisme. Chapitre 1 – Contexte et profil des étudiants Erasmus à l'Université de Liège. Ous avons choisi l'année académique 2010 à 2011 comme référence. 664 étudiants ont effectué un séjour Erasmus entre septembre 2010 et juin 2011 à l'ULG. Sont inclus dans ces chiffres les étudiants Erasmus Belgica, Mundus et les stagiaires. Les pays les plus représentés à Liège sont l'Espagne 34%, l'Italie 21% et la France 17%. Les facultés les plus fréquentées sont celles de gestion économie, HEC, 20% et de philosophie et lettres, 18%. Ensuite viennent les facultés de sciences, 14%, sciences appliquées, 13%, droit et sciences politiques, 10%. Quant à la durée du séjour des étudiants, elle varie entre un semestre, 60%, et une année académique complète, 40%. La langue d'enseignement est le français pour 80% des étudiants. Seulement 12% des étudiants suivront leurs cours totalement en anglais, et 8% étudieront dans les deux langues. Enfin,
La majorité des étudiants, 87%, déclarent avoir suivi des cours de français langue étrangère, FLE, à l'Institut supérieur des langues vivantes, désormais ISLV, de l'université, et 13% des cours d'anglais langue étrangère, L. Par ailleurs, nous avons obtenu, grâce à la cellule Radius de l'ULG, une analyse statistique de données obtenues auprès d'étudiants Erasmus Incoming à la fin de leur séjour à Liège durant l'année académique 2010 à 2011. Ce rapport nous a fourni une série d'informations supplémentaires sur un échantillon de répondants plus large que celui que nous avons pu obtenir via notre propre enquête. Le taux de participation est de 77,3% contre 25% dans le cadre de notre enquête. Ces analyses concernent les facteurs de motivation pour étudier à Liège, l'accueil et l'intégration à la vie universitaire et sociale, les compétences linguistiques et les cours de français, ISLV, l'évaluation globale du séjour en termes de profit. En voici un résumé. 1.1. Les facteurs de motivation. D'après les étudiants, c'est l'apprentissage du français qui constitue le facteur principal de motivation pour séjourner à Liège. La sociologue Magali Balator a par ailleurs montré que l'apprentissage d'une langue étrangère constituait la raison principale du séjour des étudiants Erasmus en Italie, en France et en Angleterre, 2010 sur 77. Ensuite, c'est l'expérience culturelle et les aspects académiques qui sont mentionnés et dans une moindre mesure, les perspectives professionnelles. Figure 1, facteurs de motivation. Notons que les étudiants qui ont participé à notre enquête signalent également l'importance de la situation géographique de Liège comme facteur de motivation. 42,9% des répondants. La situation géographique de la Belgique, et en particulier de Liège, au carrefour des Pays-Bas, de la France, de l'Allemagne et du Luxembourg, peut en effet paraître stratégique pour un étudiant étranger. 1.2. L'accueil et l'intégration à l'université. En général, les étudiants disent avoir été bien accueillis à l'université, mais une différence significative est tout de même observable entre les différents acteurs du séjour. 95,2% se disent bien, voire très bien accueillis par le personnel administratif, un peu moins par le corps enseignant avec 71,9%, et encore moins par les étudiants liégeois avec 61,5%. 75,9% des étudiants déclarent avoir profité des activités organisées par le service Erasmus des relations internationales, journée d'accueil, visite de Liège. Par contre, moins de la moitié des répondants, 43,1%, ont participé au parrainage. Celui-ci consiste à mettre en rapport des étudiants liégeois et des étudiants Erasmus pour faciliter l'intégration de ces derniers à la vie universitaire et promouvoir les contacts sociaux avec les étudiants. Mais malgré l'instauration de ce type d'action, 38,2% des étudiants interrogés déclarent s'être sentis moyennement intégrés à la vie étudiante et seulement 12,2% se sont sentis très bien intégrés. De même pour l'intégration à la vie sociale. 14% se disent très bien intégrés et 67,7% déclarent regretter ne pas l'avoir été plus, comme 65,3% des étudiants déclarent ne pas avoir fait de rencontres enrichissantes avec des étudiants liégeois durant leur séjour. On peut donc conclure de ces données que l'accueil, et surtout l'intégration à la vie universitaire et sociale liégeoise, ne relève pas de l'évidence, bien au contraire. Plusieurs chercheurs avant nous, Papatsiba 2003, Dervin 2008D, Balator 2010, ont montré l'effet ghetto Erasmus qu'entraînaient les conditions de résidence, les modalités d'hospitalité, plus institutionnalisées en Angleterre, synonyme d'adaptabilité en Italie où les infrastructures sont plus rares, ou encore plus cosmopolites en France d'après Balatorop.site, ou encore les cours de langue. En effet, ces derniers sont une occasion de tisser des liens avec les pairs Erasmus. Et c'est principalement avec ces derniers que les échanges sont les plus fréquents, voire avec les connationaux, Ibidem, page 117 à 120. Il existe des cercles ou des cocons Erasmus qui se créent autour de préoccupations communes, d'un statut commun dans un espace-temps partagé. Les étudiants ont tendance à se considérer différents du reste de la communauté étudiante, et divers facteurs vont intervenir dans la configuration des réseaux sociaux, la nationalité, la catégorie sociale, l'histoire familiale ainsi que les compétences linguistiques.
Balator qualifie cette forme de sociabilité de conformiste, dans la distance qui se maintient avec les autochtones et l'agrégation par nationalité ou zone géographique proche. Les étudiants seraient à la recherche du même, comme on l'observe par ailleurs chez les personnes immigrées, afin de se rassurer dans un univers instable et incertain. L'R20 de 008C a emprunté l'expression de communauté crochet au sociologue Zygmunt Bauman 2004 pour signifier l'émergence de formes d'être ensemble ponctuelles, qui se créent et se recréent sans cesse autour d'un crochet commun réunissant ses membres. Ce phénomène se caractérise par son instabilité et certaines spécificités, une socialité imposée mais contextuelle, caractérisée par des espaces multiples et pour certains virtuels. Les individus ne se connaissent pas systématiquement, la solidarité entre eux est de circonstances passagères, les affinités sont sélectives, les valeurs sont contradictoires alors qu'elles sont partagées dans un groupe, les savoirs sur les membres ne sont pas tous partagés, Dervin 2012 sur 156. On devine déjà que ces phénomènes vont avoir un impact sur les représentations des autochtones, mais aussi des connationaux et des étudiants d'autres origines. Le rapport à l'altérité va se traduire par des phénomènes de stéréotypie et de distanciation, qui feront l'objet de nos analyses. 1.3. Les compétences linguistiques et les cours de langue. Les cours du soir de FLE consistent en 60 heures environ, dont une partie d'enseignement-apprentissage en ligne. Il s'agit donc d'un dispositif didactique hybride, alliant enseignement en présentiel et à distance, un quart de la formation. À titre indicatif, en 2012 à 2013, 362 étudiants Erasmus étaient inscrits au premier quadrimestre au cours du soir de FLE dispensé par l'ISLV, et 352 étudiants au second quadrimestre. Sur cette population, 290 étudiants au premier quadrimestre et 256 étudiants au second quadrimestre ont présenté l'examen, c'est-à-dire 80% et 72% de la population inscrite au début du séjour. 273 étudiants, donc 94% et 248 étudiants, donc 97%, ont réussi l'examen final. Ces taux de réussite très élevés peuvent s'expliquer par le fait que seuls les étudiants assidus au cours, et donc bien préparés, font le choix de présenter l'examen final. D'après les données de Radius, en 2010 à 2011, 89,9% des étudiants considèrent que les cours de FLE qu'ils ont suivis pendant leur séjour à l'ISLV étaient adaptés à leur niveau et 97,3% les jugent profitables. On peut donc dire que les étudiants sont très satisfaits en matière d'enseignement du français. Un constat qui rejoint celui d'Anctil, 2006, pour qui les progrès linguistiques restent la première source de satisfaction pour les étudiants à la fin du séjour. De même, Kohler-Bally, 2001, note une évolution quant aux représentations des étudiants vis-à-vis des langues, devenues un moyen de communication effective et affective. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.